Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Le premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la saison 2 d'Éclore, le podcast de la création artistique. Aujourd'hui, je suis contente de nous frotter à la lisière, à la recherche des contours du monde infini de l'art. Benoît Fuentes est ingénieur et mathématicien spécialisé dans le traitement du signal musical. Il est venu à mon micro nous parler de sa création, le Wonderful Tensor Factorization. Du processus de création de ce logiciel à l'échec de sa mise en fonctionnement dans d'autres domaines que la musique, il nous parle de ses difficultés, mais aussi des moments de joie qu'apporte la recherche. De la démonstration du beau dans les maths aux multiples possibilités qu'apportent les maths dans l'art, de son expérience dans le groupe de musique Tarsus à la vie d'un chercheur en mathématiques appliquées, Benoît Fuentes nous parle pour mieux toucher du doigt les frontières diffuses entre art et mathématiques. Alors, prêtes et prêts à titiller les limites ? C'est parti mon kiki, c'est parti mon kiki. Je suis Benoît Fuentes, fait de la recherche et de l'enseignement dans une branche des mathématiques qui s'appelle le traitement du signal. C'est une branche des mathématiques qu'on appelle les mathématiques appliquées et qui consiste à trouver de l'information ou synthétiser des signaux, quels qu'ils soient. Donc ce sont des enregistrements de processus physiques. Alors moi je suis spécialisé dans les signaux audio, les signaux musicaux. Donc moi je suis spécialisé dans le traitement d'un enregistrement de musique par exemple. Ça veut dire que un cerveau humain, on imagine un cerveau humain, vous entendez, donc il y a une source sonore. Il y a une source sonore qui émet une onde acoustique. Par exemple, un instrumentiste qui joue d'un instrument, ça émet une onde acoustique qui est quelque chose de physique, de l'air qui vibre, et vous avez vos deux oreilles qui captent ce signal acoustique. Et votre cerveau, il va automatiquement traiter ce qui arrive à ces deux oreilles pour extraire du sens. Alors soit c'est de la parole par exemple, donc là on va extraire tout le sens sémantique de la personne qui parle, et on va l'analyser, puis on va mettre un sens et votre cerveau va comprendre ça. Ou bien c'est de la musique, à ce moment-là on va entendre des notes, on va entendre des timbres, on va reconnaître que c'est un piano, on va reconnaître que c'est un violon, on va peut-être analyser, si on a une bonne connaissance musicale, on va analyser ce qui est joué. On va comprendre qu'il y a des accords, qu'il y a des... Donc le cerveau est une grosse machine à traiter du signal. Pour donner un exemple un peu plus concret, j'ai fait une thèse, donc à la fin de mes études, une thèse en traitement du signal audio, justement, et dans ma thèse, mon but c'était de faire de la transcription automatique de musique, c'est-à-dire, étant donné un enregistrement de musique, comment automatiquement détecter les notes qui sont jouées et ainsi pouvoir écrire une partition de ce qui est joué de manière automatique. Donc ça, il faut faire des maths parce que un signal, c'est une suite de nombres. D'un côté, il y a les maths pures, ce qu'on appelle les maths fondamentales, où on fait des maths pour faire des maths. On construit des mathématiques qui peut-être seront utilisées un jour pour une application quelconque. Mais il y a l'aspect créatif dans les maths fondamentales. Ça, c'est pas mon métier. Moi, je fais donc des maths appliquées. Donc, j'ai un problème et j'essaye de le résoudre. Mais moi, la créativité que je vais avoir est un peu différente de celle des mathématiciens qui font des mathématiques pures. Alors moi, ce que j'ai fait, non, ça va être difficilement vulgarisable.
En revanche, j'ai un petit exemple qui peut être compris par tout le monde sur ce que c'est que l'élégance d'une démonstration. Et du coup, on peut peut-être s'imaginer ce que ressent celui qui a trouvé cette démonstration. Donc c'est l'histoire du petit Gauss, qui avait 10 ans à l'époque. Gauss, c'est un des grands mathématiciens, un des grands génies des mathématiques au XVIIIe siècle, deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et il est dans sa classe, qui est peut-être un peu dissipée, et l'instituteur demande à tous les élèves, pour les occuper, de calculer la somme de tous les entiers de 1 à 100. Donc 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, jusqu'à 100. Donc tout le monde s'affaire à cet exercice rébarbatif, et pas très intéressant. Alors juste pour simplifier, nous on va faire de 1 à 10. Donc de 1 à 10, donc le premier élève il compte, alors 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21, plus 7, 28, plus 8, 36, plus 9, 45, plus 10, 55. Donc 55. Donc on a prouvé que la somme de 1 à 10 est égale à 55. Donc c'est une démonstration. On a fait le calcul et on l'a démontré. Donc on pourrait faire la même chose jusqu'à 100. Et Gauss, lui, il a cette idée. Il écrit 1 plus 2 plus 3 plus 3 petits points plus 10 sur sa feuille. Donc lui il va jusqu'à 100, mais nous on va jusqu'à 10 pour l'exercice. D'accord ? Donc imaginez-vous 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10 sur votre feuille, vous l'écrivez. Vous rajoutez un petit plus à la fin, et à la ligne, vous écrivez sous les premiers nombres plus 10, plus 9, plus 8, plus 7, plus 6, jusqu'à 1. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 10, et à ça, il réadditionne la même chose, mais dans un ordre différent. Il faut savoir que l'addition, on peut additionner les chiffres de n'importe quelle manière, on tombe toujours sur le même résultat. Et sauf que Gauss, il se rend compte que plutôt que de sommer ligne par ligne, il somme colonne par colonne. Et donc sous le 1, il y a le 10, donc 1 plus 10, ça fait 11. Sous le 2, il y a le 9. 2 plus 9, ça fait 11. Sous le 3, il y a le 8. 3 plus 8, ça fait 11. Et donc, il écrit ça, et du coup, à la fin, il n'a plus qu'à calculer 11 plus 11 plus 11 plus 11 plus 11, ça 10 fois. Donc, ça fait 110. Et de diviser par 2 le résultat final, parce qu'il a compté 2 fois 1 plus jusqu'à 10. Puisqu'il a compté 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à 10, plus 10 plus 9 plus 8 plus 7. Donc, il a compté 2 fois le résultat. Et donc, il a fait ça, 110 divisé par 2, 55. Et ça, tout d'un coup, c'est élégant. Et ben ça, c'est beau. C'est beau parce qu'en 2 phrases, en 2 lignes, il a le résultat. On va faire une petite expérience de pensée. Et on va s'imaginer qu'à l'époque, même si c'est pas vrai, on va s'imaginer qu'à l'époque, le concept même de multiplication et de division n'existait pas. Tu sais, on t'apprend quand t'es en CE1, ou je sais plus, je pense en CE1 ou en CE2, on t'apprend la multiplication. Je sais pas si tu te souviens, tu poses la multiplication, tu mets la petite barre, tu fais toutes les sommes partielles, tu mets le petit point, on décale, voilà, après on compte. Imagine que ça n'existait pas. Imagine que Gauss, plutôt que de prendre 3 minutes pour faire le truc, il s'enferme dans sa chambre pendant 10 jours, et il a bien vu, quand il recombinait les additions, il obtenait toujours le même 11. Le même résultat, et que du coup, il y a un moment, il fallait faire 11 plus 11 plus 11 plus 11. Et ça 10 fois. Il aurait pu se dire, quand même, additionner 10 fois le même nombre, il doit y avoir des techniques pour le faire plus facilement, que juste le faire à la main, 11 plus 11 plus 11, et les faire vraiment comme ça. Et il imagine que, au bout de 10 jours, il ait trouvé le concept de multiplication pour faire ça, et après, le concept de division pour pouvoir diviser par 2. Et il arrive devant son professeur, et dit, c'est bon, j'ai la preuve. Le résultat s'est fait 55. Et il arrive avec ses 10 pages de démonstration, où, dans les démonstrations, il a défini ce que c'était qu'une multiplication, il a expliqué comment faire une multiplication, il a prouvé qu'en faisant cette multiplication, ça revenait à additionner n fois le même nombre. Le professeur il dit, attends, là tu me donnes 10 pages, en réalité, en quelques lignes, tu aurais pu faire directement. C'est pas très efficace ton machin. Ça serait le professeur un peu réac, quoi, un peu conservateur.
Mais le professeur qui se dit, ah, quand même, ce petit gosse-là, il est quand même intelligent, peut-être que ce qu'il a fait, c'est peut-être pas mal, peut-être ça vaudrait le coup que je le lise. Puis le concept de division, qui est indépendant du problème, ok, donc il a mis beaucoup de pages pour prouver ça, et à la fin, il prouve le résultat en une ligne, en faisant de 11 fois 10 divisé par 2. Et ben ça, c'est beau. C'est ça qui est une belle démonstration. C'est, même s'il faut introduire des nouveaux concepts, à la fin, si la démonstration fait quelques lignes, c'est ce qu'on appelle une belle démonstration. Et ce qui est fort, c'est que dans ce cas-là, les concepts qu'il a utilisés pour prouver ça, et ben c'est des choses qui vont pouvoir être utilisées ailleurs. Et ce qui est beau, c'est que derrière, les concepts qui ont été utilisés pour faire cette démonstration, ben, vont peut-être être utilisés pour faire d'autres démonstrations, et voire même pour construire d'autres mathématiques. Ça arrive très très souvent, ça, en mathématiques. Cahier. Il est là. Donc j'en étais là. Et là, quand je te disais que j'avais créé un outil qui me permettait de répondre à mon problème particulier, et que du coup, c'est un outil que j'ai créé qui est un outil générique, c'est-à-dire qu'il va me servir après à résoudre mon problème, mais il pourra servir à faire d'autres choses, et ben, c'est cette volonté que j'ai eue. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça beau d'avoir un outil générique qui, tel que si je l'applique juste à un truc, en l'instanciant, on va dire, dans un cas particulier, enfin, du coup, que mon problème soit un cas particulier d'une solution plus générale. Donc bon, moi c'est fait pour faire des factorisations de tenseurs. Ça s'appelle en anglais le Wonderful Tensor Factorization. Les tenseurs, c'est une notion plus générale de ce que c'est qu'un nombre. C'est en fait un ensemble de nombres qui sont mis dans un tableau, soit dans des tableaux multidimensionnels. On définit ce que c'est qu'une multiplication de tenseurs. Et le but, c'est de faire le problème inverse. Étant donné un tenseur résultant qui est le produit entre deux tenseurs, comment trouver les deux tenseurs initiaux qui me permettent de... Voilà. C'est pas très vulgarisable. En tout cas, c'est un outil générique qui permet de faire n'importe quelle décomposition de tenseurs. Alors pour la petite histoire, quand même, j'ai créé cet outil pour résoudre mon problème, et avec cet outil, j'ai jamais réussi à résoudre mon problème. C'est pour ça, là, je disais que c'était un échec, et que c'est pour ça que j'ai quitté cette entreprise, c'était ça. Comment ça s'est passé ? Donc là, la chose où je te disais juste avant, là, tout le travail du chercheur, enfin un des travails du chercheur, du moins dans mon domaine, c'est pas du tout généralisable, c'est, étant donné un problème concret, comment le transformer en une équation mathématique à résoudre. Pendant ma thèse, j'avais un problème concret qui était de détecter les notes de musique qui étaient jouées dans un enregistrement de musique. Et au cours de ma thèse, j'ai testé plusieurs manières de résoudre ce problème. Donc j'ai construit plusieurs équations à résoudre, ou en me disant si j'arrive à résoudre cette équation, alors j'arrive à résoudre mon problème. Et j'en ai fait plusieurs des équations comme ça, qui étaient différentes, qui marchaient plus ou moins. Donc j'en ai fait une première. Donc j'ai transformé mon problème concret en un problème mathématique. Après, j'ai utilisé un outil. Enfin, j'ai développé moi-même un outil pour résoudre cette équation-là. Celle-là, pas une autre, juste celle-là. J'ai testé, donc j'ai résolu cette équation. J'ai regardé du coup, à la fin que j'avais résolu cette équation, de la solution de cette équation, je pouvais extraire directement les notes de musique. Et après, j'ai pu regarder si les notes que j'ai extraites, c'était bien les bonnes. Et donc, j'en ai fait plusieurs des équations comme ça. Et à chaque fois, pour résoudre mes équations, je les résolvais de manière ad hoc, c'est-à-dire je résolvais cette équation-là et pas une autre. Et je me suis rendu compte, à chaque fois
que je posais une nouvelle équation qu'il fallait que je résolve, je me suis rendu compte que la manière de la résoudre, il y avait des similitudes entre les différentes équations que j'avais déjà résolues. Et que finalement, il y avait je pouvais trouver des choses qui se ressemblaient, en tout cas. Et c'est là que m'est venue l'idée que peut-être qu'il y avait quelque chose de commun avec toutes ces équations, qui pouvait être résolu de manière globale avec un seul outil qui pouvait résoudre n'importe quelle équation de ce type. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée du WTF, de Wonderful Tensor Factorization. C'est comme ça qu'est venue l'idée. Au début, j'ai eu des problèmes concrets, je les ai résolus de manière concrète et directement. Et je me suis rendu compte que peut-être qu'on pouvait trouver une seule manière de résoudre tout ce type d'équation. Et si j'avais ça, en fait, ça me permettrait de faire parce que c'est pour prendre du temps à chaque fois de trouver la bonne solution pour résoudre une équation. Et après de l'implémenter, parce qu'après il faut écrire le code qui permet de résoudre ça prend du temps. Et je me suis dit, si jamais j'avais un outil qui permettait de le faire automatiquement, eh ben je pourrais en fait tester beaucoup plus de modèles, donc d'équations, ce que j'ai appelé les équations, qui sont les traductions de mon problème concret, et je pourrais en tester beaucoup plus. Après, du coup, je serai libre de pouvoir tester tout ce que je veux. Donc c'est la quête d'efficacité qui m'a fait créer ce truc-là. La quête d'efficacité, et puis aussi le fait que, au bout d'un moment, je me dis, résoudre cette équation, c'est pas très intéressant en soi. C'est pas une grande valeur ajoutée de ma part, surtout que maintenant que je sais en résoudre 1, 2, 3, et que si tu m'en donnes une autre, je vais savoir très facilement la résoudre. Mais de fait, en faisant ce programme-là, j'ai dû inventer des nouvelles manières une nouvelle formulation, j'ai dû inventer des nouveaux concepts mathématiques pour pouvoir résoudre n'importe quelle équation. Et du coup, c'est ça qui est marrant, là où au départ je voulais en faire un outil qui permette moi de me simplifier la vie, c'est devenu un sujet de recherche à part entière, où même aujourd'hui je suis plus intéressé par développer cet outil que de l'utiliser pour mes propres applications. Wonderful Tensor Factorization, c'est parce que c'est une blague, hein, c'est parce que l'acronyme se fait WTF. Et voilà, c'est juste ça. C'est le what the fuck. Une range de quoi? « 40, on va dire. J'estime 30 fois ça. Et j'estime une fois le superparamètre. Et je plate la fonction de coût, ça me donne quoi? Toute la question, moi ce que j'ai pas réussi à faire avant, c'était de le transformer en la bonne équation à résoudre. Et c'est ça que j'ai jamais réussi à trouver. Donc j'avais l'outil pour résoudre l'équation, mais j'ai jamais réussi à trouver la bonne équation à résoudre qui me permettait du coup, qu'une fois qu'elle était résolue, d'avoir une solution à mon problème. Et concrètement, c'est un programme informatique sous forme d'une bibliothèque Python. Donc Python, c'est un langage de programmation qui est beaucoup utilisé dans la communauté scientifique, en particulier du traitement du signal et ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage automatique. En ce moment, on en fait beaucoup de fois. C'est tout ce qu'il y a avec l'intelligence artificielle. Et donc moi, c'est une librairie Python. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser quand on fait du Python. Et donc il y a une manière d'utiliser cette librairie pour lui dire, ok, résous-moi ce problème-là, cette équation-là. Et donc moi, ce que je pense, c'est que comme une fois qu'on a cet outil-là qui permet de résoudre plein d'équations différentes, je me dis, en fait, il y a plein de domaines dans lesquels trouver une solution, c'est équivalent à poser une équation du type de celle que moi je peux résoudre. Idéalement, c'est que dans plein de domaines différents, que ce soit en neurosciences, que ce soit en astronomie, que ce soit en imagerie médicale, que ce soit... Ce que j'aimerais, c'est que les chercheurs disent « Ok, donc on a ce problème-là à résoudre, il faut détecter
Il faut détecter automatiquement si on a des cellules cancéreuses, étant donné une image d'IRM. Ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin, ils disent, ok, cette équation, on l'a résolue grâce à l'outil de Wonderful Tensor Factorization qui a été développé ici et que du coup, d'ailleurs, ça nous a permis de faire un vrai gain de temps parce qu'on n'a pas eu besoin de coder nous-mêmes la résolution de cette équation. Mais ça m'amène quand même à dire ça, à poser ça. Les mathématiques en particulier, ça sert à traduire une réalité, à poser un modèle avec des symboles, à expliquer quelque chose qui est de l'ordre de la vie réelle. Quand je dis l'exemple là de la cellule cancéreuse, c'est ça, c'est une question concrète. Est-ce que oui ou non, j'ai une cellule cancéreuse dans un corps humain? Donc pour ça, pour résoudre cette question, on va prendre des photographies de ces cellules avec une technique particulière. Puis à la fin, tout le travail du chercheur, ça va être de traduire la question oui ou non, est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses, en une question mathématique. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Je fais du piano, j'ai fait de la musique depuis que je suis tout petit, et en particulier j'ai fait donc de la pratique instrumentale, mais aussi de ce qu'on appelle de l'harmonie et d'analyse, qui sont un peu la théorie de la musique, en tout cas de la théorie de la musique occidentale. Comment est-ce qu'on, pour faire de la création, comment est-ce qu'on agence les notes? Donc là, je vais plutôt parler de cet aspect théorique, plus que l'aspect pratique instrumentale et interprétation de la musique. Toute la musique est basée sur des aspects physiques. Hein. C'est une corde qui vibre, on prend une corde de table qui vibre, elle vibre à une certaine fréquence. En tout cas, en réalité, il y a plusieurs fréquences, elle a plusieurs fréquences de vibration, mais il y a une fréquence fondamentale qui va donner la hauteur de la note. Là, voilà, c'est une hauteur, la 440. Bref, et puis on se rend compte que si on coupe la corde en deux, ça va donner une autre note. Mais une autre note qui est, on va appeler ça l'octave. Donc déjà, on construit deux notes, on construit un intervalle qui s'appelle l'octave, qui a certaines propriétés qui font que toutes les... Avec ça, après la note, on va la séparer en trois. On va construire un nouvel intervalle, ça va donner une quinte. On va la séparer en 4, ça va donner 2 octaves au-dessus. On va la séparer en 5, et puis on la fait vibrer. Si on la coupe en 5, ça va donner encore une nouvelle note. Comme ça, on va construire des intervalles. Et à partir des intervalles, on va construire une gamme. À partir d'une gamme, on va construire on va construire des accords. On va construire des mélodies. On va construire des accords. Donc c'est quand on joue plusieurs notes en même temps. Et on va se rendre compte qu'il y a des accords qui sonnent, on va dire, de manière harmonieuse à l'oreille, hein. Puis il y a des accords il y a des intervalles qui sont dissonants. Il y a cette notion de consonance et de dissonance qui apparaissent et qui ont juste une espèce de rugosité qu'on entend à l'oreille. Qu'est-ce que c'est que cette rugosité qu'on entend parfois quand on a deux notes qui sont soit harmonieuses, soit dissonantes? Et à partir de ces effets de dissonance et de consonance, les artistes, donc c'est des choses physiques, hein. Les artistes, ils vont commencer à se créer des règles pour agencer les notes, pour qu'à la fois elles soient dissonantes et consonantes. Donc par exemple, on va dire, après une dissonance, la dissonance, on va dire que ça crée une certaine tension, et on va vouloir la détendre avec une consonance après. De là naît la notion de sensible, en musique tonale, on crée une forme de dissonance et de tension qui se résout après quand on joue un accord de tonique. Tout ça, c'est des règles qui sont apparues petit à petit au fil des époques, qui ont au départ des causes physiques qui peuvent être décrites par la mathématique. C'est une des caractéristiques des mathématiques. Et donc, quand on apprend ça, on apprend à agencer des notes, et oui, ça crée des manières on se construit, du coup, un modèle dans notre tête, symbolique. Quand on agence des notes ensemble, c'est des symboles qu'on agence ensemble. Un Do, c'est un symbole, donc c'est un point sur une partition, c'est une portée, c'est des symboles. Les mathématiques aussi, c'est des symboles. On a le droit d'agencer des symboles ensemble, et il y a des symboles qu'on n'a pas le droit d'agencer, parce que ça n'a pas de sens.
Donc en mathématiques, quand je mets le plus, donc c'est un symbole. C'est une barre, c'est une petite croix là, une barre verticale, une barre horizontale, c'est un symbole que j'ai le droit de mettre entre deux chiffres. Donc les chiffres, c'est aussi des symboles qui ont été inventés au fil du temps. Donc on a trouvé des symboles qui permettaient de rendre compte de ça. Donc il y a quand même une manière d'agencer ces symboles ensemble qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Donc la musique, c'est un peu pareil. Et j'imagine que notre cerveau, une fois qu'il a appris à bien manipuler des symboles musicaux, il est plutôt doué pour pouvoir manipuler des symboles, le pouvoir d'abstraction qu'il faut faire pour pouvoir manipuler des symboles musicaux peuvent être communs avec les pouvoirs d'abstraction, les qualités d'abstraction qu'il faut pour pouvoir manipuler des symboles de mathématiques. Après, il y a deux choses. Il y a les mathématiques qui sont là pour étudier la musique. On peut très bien associer à chaque note un chiffre. Un chiffre, c'est un symbole aussi. Je peux très bien faire un pont. Je peux dire que le Do, c'est le 1, que le Ré, c'est le 2, que le Mi, c'est le 3, etc. Donc, du coup, tout d'un coup, j'ai juste fait un transfert entre les symboles de la musique et les symboles des mathématiques. À partir du moment où j'ai fait ce transfert, on peut se poser des questions en maths. Je sais qu'il y a, moi c'est pas ma spécialité, mais je sais qu'il y a des chercheurs qui se posent des questions juste sur la manipulation des symboles de musique, les transférer en symboles mathématiques, et toutes les règles d'harmonie qui ont été faites par les compositeurs occidentaux, de les transformer en règles mathématiques. Alors après, ça donne des applications qui peuvent être rigolotes, qui peuvent aller par exemple de l'harmonisation automatique d'une mélodie. Il y a Microsoft, il y a quelques années, qui avait sorti ça. Tu lui donnes une mélodie et puis il te trouve une manière d'harmoniser cette mélodie, donc de trouver d'autres voix, d'autres notes qui vont bien avec les notes de la mélodie et de faire de l'harmonisation automatique. Et du coup, n'importe quel mélomane qui ne connaît rien à la musique mais qui peut inventer une nouvelle mélodie, peut, avec l'aide de la machine, trouver une grille d'accords qui va bien avec cette mélodie. Il y a le côté aussi où c'est le contraire, où c'est les musiciens, les artistes qui vont s'inspirer des mathématiques pour créer de la nouvelle musique. Pour se donner peut-être des nouvelles contraintes qui vont pouvoir s'appliquer. On sait que créer sous contrainte, c'est un processus qui marche bien. Donc typiquement, les règles d'harmonie qui existent à partir de Bach jusqu'à Mahler, on va dire. Toutes ces règles-là, ce sont des contraintes et les compositeurs ont créé de la musique avec ces contraintes-là. On a à peu près tout exploré avec les premières règles qu'on s'était posées. Peut-être que là maintenant, donc de là est apparue par exemple la musique dodécaphonique, ou aussi appelée musique sérielle, où là la contrainte devient que il faut mettre les 12 notes de la gamme dans une mélodie. Il faut qu'elles apparaissent qu'une seule fois. Et donc c'est là que ça donne des trucs qui font des trucs complètement, on va dire, non mélodieux mais c'est une nouvelle contrainte qui sont posées, puis ils font des œuvres avec ça. Et puis petit à petit, au bout d'un moment, on a fait le tour aussi de ces nouvelles contraintes, et les artistes, compositeurs, ils vont chercher d'autres contraintes, et ils vont aller vers les mathématiciens. Et on va leur demander, ok, qu'est-ce qui se passe ? Quelles contraintes on pourrait se mettre ? Quelles règles du jeu on pourrait se poser ? Et donc, il y a de la recherche artistique avec ça. Donc, je sais qu'en France, par exemple, il y a des instituts comme l'IRCAM, où il y a des chercheurs et des mathématiciens et des artistes qui travaillent de concert, pour que des artistes puissent trouver des nouvelles contraintes, et de nouvelles manières d'agencer les symboles de musique pour créer de la nouvelle musique qui n'avait pas encore été créée avant. Merci à Benoît Fuentes d'être venu se prêter à l'exercice. C'était l'épisode 3 de la saison 2. Ce podcast est réalisé par moi, Violette Rennery. Vous pouvez suivre Éclore sur Instagram, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles dans vos applications d'écoute préférées. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à me suivre, ça fait chaud au cœur. Vivement le dernier dimanche du mois pour un prochain épisode d'Éclore
le podcast de la création artistique. Si telle était la façon désinvolte dont les Shadok définissaient leurs œufs, il faut avouer que les œufs le leur rendaient bien et n'en faisaient le plus souvent qu'à leur tête.